les années 80, et je renvoie après dans le livre à pourquoi les années 80, parce qu'il s'est passé quelque chose dans les années 70. Et l'idée du livre, c'est que dans les années 70, le rétrofuturisme, c'est quelque chose qui est d'abord américain, qui est une tradition, une pratique américaine. Il y a un équivalent au Japon et il y a un équivalent en France, mais qui ont, si vous voulez, développé leur propre voie, qui ne suivent pas forcément les mêmes logiques que le rétrofuturisme américain, mais l'idée du rétrofuturisme est née aux États-Unis. Dans les années 70, on revient sur le contexte. L'Amérique, elle est en faillite d'une certaine manière, morale, économique. C'est-à-dire que toute l'Amérique de l'après-guerre, des années 50-60, cet âge d'or, est battue en brèche dans les années 70, d'un point de vue social, politique, économique. Donc c'est la guerre du Vietnam, c'est la lutte des droits civiques, c'est tout un ensemble de choses. Et il y a un bouillonnement dans la société américaine qui remet en cause toutes les valeurs traditionnelles de l'Amérique, l'American Way of Life. Par rapport à la science-fiction, qui est donc une tradition américaine, c'est-à-dire que là aussi, petite parenthèse, la science-fiction, je préfère utiliser le terme d'imaginaire futuriste. Cet imaginaire futuriste, je travaille depuis quelques années dessus, j'ai pas une définition exacte, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Et si vous voulez, cette tradition de l'imaginaire futuriste ne date pas du XXe siècle, ce ne sont pas les Américains qui ont créé cet imaginaire, ils ne sont que les prolongateurs, ils ne font que prolonger. Cet imaginaire existait au XIXe, donc on va résumer avec Jules Verne ou H.G. Wells, et que cet imaginaire futuriste du XIXe siècle, il y avait un équivalent au XVIIIe siècle, on appelait le voyage fantastique, et on remonte comme ça jusqu'au temps, jusqu'à la première utopie de Thomas More, qui est le premier texte. Le fait que l'imaginaire futuriste s'inscrit dans le cadre de l'utopie. Donc les Américains, au début des années 20, créent la science-fiction, le terme, ils s'emparent d'un héritage, ils disent voilà, on a créé ceci et on imagine le monde de demain. Dans les années 70, cette science-fiction, elle a un âge d'or dans les années 30, l'entre-deux-guerres. C'est cet imaginaire-là qui sert de creuset pour le rétrofuturisme, notamment le diesel punk, j'en reviendrai là-dessus. Dans les années 50-60, du fait d'un contexte politique, l'après-45, la Deuxième Guerre mondiale, la science-fiction évolue vers une forme de plus en plus critique. Et un écrivain comme Robert Heinlein viendra même à forger un nouveau terme qui s'appelle speculative fiction. L'idée, c'est que dans les années 60, des mouvements comme la New Wave, il y a une critique de la société, une critique des dérapages. Voilà. Et on arrive dans les années 70, et cette science-fiction, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue cinématographique, va devenir extrêmement critique, justement, à l'égard de la société. Donc ce sont des films, je pense que vous connaissez Soleil Vert, par exemple, qui est l'archétype. Voilà, le film nihiliste, pessimiste, qui traite de la surpopulation, de la fin de l'humanité. Vous avez des équivalents en littérature de science-fiction. Donc voilà, donc l'héritage de la SF, qui dans les années 30, c'est le space opéra. Ce sont les rêves de la voiture volante, des gratte-ciel, tout cet imaginaire-là, c'est-à-dire quelque chose de très positiviste, qui est aussi une éloge du progrès, est battu en brèche par ces courants de science-fiction critique dans les années 70. Donc, et tout ça, c'est en parallèle avec donc, une critique de la société américaine. C'est aussi l'époque de Nixon, c'est une faillite morale, c'est Watergate, c'est la fin de la guerre du Vietnam, c'est tout cet ensemble-là. Donc aux États-Unis, il y a vraiment une crise morale au niveau des institutions. Et là, on en arrive donc à la genèse de l'histoire du rétrofuturisme, c'est Star Wars. Parce que Star Wars, c'est tout simplement le film qui va reprendre, qui va réactualiser les vieux modèles de la science-fiction américaine de l'entre-deux-guerres. C'est le space opéra. Et la grande force de Star Wars, c'est simplement d'avoir repris des codes. Donc c'est l'histoire du prince, de la princesse, c'est la tyrannie, c'est la justice contre la tyrannie, c'est les vaisseaux spatiaux, c'est les monstres exotiques, c'est les planètes, tout cet ensemble-là. C'est ce que vous retrouvez dans Flash Gordon dans les années 30, c'est ce que vous retrouvez dans Buck Rogers, dans tout un ensemble qui est lié au comics book, donc la BD américaine, et les pulps, qui est la littérature populaire donc de l'entre-deux-guerres. Et que fait George Lucas avec son équipe? Il est malin, c'est qu'il reprend tous ces codes-là et il réactualise l'esthétique. C'est une esthétique moderne. Et à partir de ce moment-là, en 1977, il va y avoir une vague de films space opéra
Donc, vous allez pouvoir, alors il y avait les Star Trek qui étaient diffusés, mais je crois qu'il y a eu un problème. Le vieux Star Trek a été remplacé par le nouveau. Mais les films de Star Trek, il y a la première série Battlestar Galactica, et surtout il y a Buck Rogers, un film, une série, et à la toute fin des années 70, c'était en 1980, il y a le Flash Gordon, le fameux Flash Gordon qui est diffusé dans le festival. Et ce film est vraiment intéressant parce qu'il prend à contre-pied ce que fait Lucas dans son film Star Wars, c'est que le Flash Gordon reproduit à l'identique l'esthétique désuète des années 30. Et le film est un échec, c'est un four total, parce que le public à l'époque n'a pas envie de redécouvrir une vieille esthétique. Ce qui l'intéresse, c'est cette esthétique revitalisée, redécouverte, mais sous une forme moderne. Et c'est ça la grande force de personnes comme George Lucas, c'est d'avoir modernisé une esthétique. Et donc cette première phase, donc cette fin des années 70, c'est aussi la redécouverte en fait de l'héritage de la science-fiction américaine. À côté de ces films-là, vous avez aussi un mouvement en littérature qui sont les néoclassiques, avec des gens comme Darley, Orson Scott Card. Tous ces gens-là sont des écrivains, des néoclassiques, qui vont produire à nouveau, qui vont recapter l'héritage de la vieille science-fiction des années 30, de la vieille science-fiction classique, qui vont lui donner une nouvelle forme, mais on revient à l'héritage. On redécouvre l'héritage américain. En parallèle avec l'évolution de la société américaine de l'époque, je vous ai parlé d'une faillite morale, d'une angoisse par rapport au leadership américain. Sous l'ère Carter, le président à la fin des années 70, se met en place des éléments économiques qui vont annoncer en fait la révolution néolibérale des années 80, des années Reagan. Et c'est extrêmement important, la connexion entre cette redécouverte de l'héritage passé et les évolutions politiques et économiques de l'Amérique d'alors. Parce que le peuple américain a besoin de se redonner un nouveau leader et de se recréer un leadership. Et arrivé au début des années 80, toute la phase, toutes les années 80, l'ère Reagan, ça va être justement de revitaliser l'ensemble de l'héritage américain, de redonner une force à ce qu'est l'Amérique. Et à partir de là, le rétrofuturisme va rentrer dans une nouvelle phase. Ça, c'est au tout début des années 80, et c'est assez intéressant. C'est William Gibson, donc je pense que vous connaissez, qui est le père fondateur du cyberpunk. Sa première nouvelle professionnelle, qui s'appelle Continuum Gensbach, est une nouvelle assez intéressante parce que formellement, c'est la première nouvelle de nature rétrofuturiste. Elle raconte en fait l'histoire d'un journaliste, d'un photographe qui a une mission à remplir, c'est-à-dire d'aller photographier les éléments architecturaux qui datent de l'âge d'or américain, donc ces fameux entre-deux-guerres. Et dans son cadre de ce travail, c'est d'explorer ce passé. Et le personnage va découvrir une réalité alternative où tous les rêves de la science-fiction, de cet imaginaire futuriste des années 30, existent réellement. Donc avec des grandes cités gratte-ciel, des vaisseaux qui volent, des voitures volantes. Mais il y a aussi toute l'idéologie derrière, c'est-à-dire l'idéologie des années 30, donc eugéniste, et une dérive nazie. À un moment, l'auteur fait même une comparaison par rapport à ça. Ce qui est intéressant avec Gibson, c'est qu'il n'écrit pas une nouvelle en se disant je vais réexplorer le passé, c'est je fais une nouvelle pour briser ce passé. C'est-à-dire qu'il le critique et juste derrière il va faire une première nouvelle, je nomme Molly, puis un roman, le romancien, qui vont ouvrir la voie cyberpunk. C'est-à-dire que Gibson donne les bases formelles de ce que sera le rétrofuturisme, mais ce n'est pas son intention c'est justement de dénoncer cet héritage. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que l'idée du rétrofuturisme, et l'idée qui est développée ici, c'est que cyberpunk et rétrofuturisme constituent les deux dernières esthétiques de la science-fiction américaine. Alors je m'explique. Cette science-fiction américaine, donc, c'est un imaginaire futuriste, pris dans un ensemble sur la société. C'est la futurologie, c'est la prospective, ce sont les journaux scientifiques qui imaginent le monde de demain, c'est tout un ensemble. Comment la société se projette dans le monde de demain.
comment aussi on essaie de donner vie au monde de demain par rapport aux données que nous avons au temps présent. Cette tradition, donc l'Amérique, pendant le XXe siècle, c'est elle qui a, d'une certaine manière, donné le là. C'est-à-dire par rapport à un imaginaire, que ce soit chez nous, en France ou ailleurs, c'est les Américains, c'est l'imaginaire futuriste américain qui nous montrait ce que serait le monde de demain, ou ce que pourrait être le monde de demain. Tout à l'heure, je vous parlais du 19e ou du 18e. Au 19e, c'était les Européens, avec les Anglais comme H.G. Wells et tout le courant anglophone, ou en France, avec tous les auteurs français, dont Jules Verne, le plus grand représentant. C'était les Européens qui donnaient le là. C'est eux qui imaginaient le monde de demain, par rapport à des idéologies, des utopies de type socialiste, libéral et autres. Au XXe siècle, c'est l'Amérique. Elle produit un certain nombre d'esthétiques, le space opéra, qui est vraiment quelque chose qui définit la science-fiction américaine. Elle arrive au début des années 80 et elle produit donc deux esthétiques qui vont être extrêmement importantes, parce qu'on n'en est toujours pas sorti. Années 80, 90, 2000, nous sommes toujours dans ces deux esthétiques, cyberpunk et rétrofuturisme. Et ces deux esthétiques fonctionnent de pair, elles sont imbriquées l'une dans l'autre, et en même temps elles évoluent avec leurs propres règles, leur propre fonctionnement. C'est important, et je dois insister sur l'histoire du cyberpunk pour qu'on puisse aussi comprendre l'histoire du rétrofuturisme. On est dans une salle, il y a un décor, il y a un ensemble de choses. Le rétrofuturisme, tel qu'on l'étudie, a, on va dire, deux phases d'histoire, les années 80-90 et les années 2000. Aujourd'hui, ce que nous pratiquons comme rétrofuturisme dans les années 2000, que ce soit sous une forme steampunk, dieselpunk ou autre, fonctionne par rapport à un contexte géopolitique, culturel, économique qui est bien différent de celui des années 80, même s'il y a des connexions. L'histoire du cyber... Alors, le cyberpunk, tout le monde connaît, j'imagine, c'est un courant qui s'est sabordé au début des années 90. C'est ce courant d'auteurs américains mené par Gibson, des gens comme Sterling et bien d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Ils ont imaginé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire le réseau informatique, c'est eux qui ont créé et forgé le terme de hacker, c'est eux qui ont amené l'idée d'un monde néolibéral entièrement privatisé, c'est la connexion de l'homme avec la machine, c'est le virus informatique, c'est tout cet ensemble-là. Ce qui est intéressant, c'est donc au début des années 80, Gibson explique sa première nouvelle, Johnny Mnemonic, et en fait, il a eu l'idée, en voyant les enfants jouer à un des premiers jeux vidéo, et il a écrit son texte sur une machine à écrire, une bonne vieille machine à écrire. Donc c'est quelqu'un qui a senti une intuition, qui se dit, voilà, par rapport à ce que je vois là maintenant, voilà, j'anticipe, je vois ce que sera le monde de demain, et donc apparaît les hackers, apparaît toutes ces choses-là. Le mouvement, à partir des années 90, va se faire rattraper par la réalité. C'est-à-dire qu'à partir de la chute du mur, le basculement dans un monde où c'est la fin de l'histoire, Fukuyama, le fait que l'idéologie libérale, le modèle libéral économique devient dominant. Il y a le développement d'Internet, il y a toutes ces choses-là. Donc tout d'un coup, l'anticipation est rattrapée par la réalité. Et on arrive à un paradoxe que je nomme le paradoxe du mono-futur libéral, qui est tout simplement que toutes les vagues post-cyber qui ont suivi le mouvement cyberpunk des années 80 ne font que prolonger le présent. Et nous arrivons à cette notion de dictature du présent. C'est important parce que le rétrofuturisme va être une forme de réaction à ce type de futur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive au début des années 2000, qu'est-ce qui donne la saveur du rétrofuturisme? Pourquoi le rétrofuturisme, qui se développe au début des années 80, qui va évoluer très lentement? Il y a une première phase avec une mode steampunk qui est littéraire auprès des Américains. La mode passe très vite chez les Américains, elle va être récupérée par les Européens dans les années 90. Les Américains ils essaient de développer, le steampunk évolue sur d'autres supports, c'est-à-dire le jeu de plateau comme Deadland. Il y a aussi des séries télé comme Briscoe Banky, et tout ça, ça ne marche pas, ça évolue. Et puis les autres formes de rétrofuturisme, il commence à y avoir des petites choses qui apparaissent au fur et à mesure de
décennie des années 90, qui est liée aussi toujours à une redécouverte américaine de son propre passé, de son propre héritage. Au début des années 90, il y a énormément de films qui reproduisent soit des séries télé des années 60, 50, par exemple La Famille Adams, on reproduit des westerns, il y a tout un ensemble de choses. Voilà, l'Amérique retourne vers son passé, réexplore son passé, parce qu'elle a de plus en plus de mal à imaginer ce que pourrait être demain. Et au début des années 2000, on va arriver à la grande vague du steampunk, donc depuis 10 ans. Et donc, quand je reviens à cette pièce, voilà la représentation même. Le steampunk, le dieselpunk, qui est un terme qui apparaît en 2001, se développe avec un film par exemple Sky Captain, The Tomorrow World, qui est le plus bel exemple. Mais ça se développe sur tous les supports, cinéma. Alors, la littérature est essentiellement steampunk, elle n'existe pas sur les autres courants. Donc c'est voilà, ce qu'on explique dans le livre, par exemple, je parle de 2 ou 3 romans. C'est le dieselpunk est essentiellement visuel. Jeux vidéo, jeux de plateau, bande dessinée, support graphique, toutes ces choses-là. Très peu de littérature. Pourquoi cet engouement dans les années 2000 ? Premier point, c'est parce qu'il y a une déception par rapport au rêve de l'an 2000. Et là, je reviens sur mon histoire de science-fiction. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est qu'au tout au long du XXe siècle, l'imaginaire futuriste, sur toutes ces formes de support, c'est-à-dire que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, nous a imprégné, nous a infusé dans l'idée de ce que serait l'an 2000. Il y avait une ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon, d'ailleurs, elle remonte déjà au XIXe siècle. On rêve déjà de ce que sera l'an 2000. Et on nous parlait des voitures volantes, on nous parlait des cités gratte-ciel, on nous parlait de tout un ensemble d'innovations. On arrive aux années 2000, on a effectivement des voitures, mais elles ne sont pas volantes. On a des cités, mais elles se dégradent. Il y a tout un ensemble de choses. Et en fait, ce rêve de l'an 2000, on en est quand même relativement déçu. On a des choses, mais c'est pas aussi glamour, c'est pas aussi beau. Donc il y a une forme de désenchantement. La deuxième raison, je dirais, c'est qu'on a peur tout simplement de ce que sera demain. Et je reviens encore à mon histoire de science-fiction. Jusqu'à l'arrivée du cyberpunk, qui est le dernier mouvement, c'est qu'on était dans une phase de la société où on pouvait imaginer le monde de demain en fonction d'un certain nombre de données. Simplement avec l'informatisation de la société, l'interconnexion, la globalisation, qu'elle soit économique, sociale, culturelle et autres, fait que la prospective, le fait d'explorer le monde de demain est de plus en plus difficile. Et qu'on n'arrive pas à entrevoir vers quelle voie on peut évoluer. Et parenthèse, la littérature ou l'ensemble culturel dit cyberpunk et post-cyberpunk fonctionne toujours sur cette idée de l'éternel présent. C'est-à-dire que toutes les œuvres post-cyberpunk des années 2000, on nous parle de robots, d'évolution informatique, mais on ne nous parle plus d'utopie sociale. C'est-à-dire que globalement, la seule ligne d'horizon qu'on nous propose, c'est un monde privatisé, c'est un monde néolibéral. Donc du coup, là-dessus, on va traiter de la machine. Et la machine en Occident, ça pose un problème. Je vais prendre un exemple, pour bien vous montrer la différence du traitement de la science-fiction japonaise par rapport à la machine et en Occident. En Occident, aux États-Unis ou en France, surtout aux États-Unis, on a des séries de films comme Terminator ou la série télévisée Battlestar Galactica. Ce qui est intéressant dans ces œuvres, c'est que le robot est perçu comme un ennemi. Dans Terminator, c'est une lutte entre l'homme et la machine. Dans la série Matrix, c'est une lutte contre l'homme et la machine. Dans Battlestar Galactica, les humains développent une low technologie pour ne pas être infectés par les virus de l'adversaire, qui sont les hommes-machines. Donc, en Occident, on a un rapport à la machine qui est soit la machine est un serviteur, soit elle est plutôt un ennemi. On n'arrive pas à... Le dialogue est assez compliqué. Au Japon, de par leur culture animiste, la machine elle est une âme. Donc, toutes les œuvres produites par la science-fiction japonaise ont un rapport au conflit qui est complètement différent. C'est-à-dire que des machines peuvent provoquer un conflit. Il y a des films comme Summer War, par exemple, où il y a un bug informatique, il y a une IA qui met un sacré boxon dans le réseau. Les humains, au lieu de couper avec le réseau, comme le ferait par exemple dans Matrix, l'idée c'est de couper le cordon entre le réseau informatique, la réalité virtuelle et l'humain,
Et bien, dans le film japonais, c'est le contraire. Les humains vont rentrer dans la matrice pour pouvoir régler le problème. Et il y a tout un ensemble d'autres récits, comme Apple Seed par exemple, où hommes et robots cohabitent et trouveront des solutions. Donc on est dans un rapport différent. Du coup, pour revenir à notre histoire, de manière inconsciente ou consciente, on a tendance, ce futur désincarné nous fait quand même relativement peur. Il y a une crainte. Voilà. L'homme en plus est en train de perdre sa place. Parce que la machine peut le dominer, parce que la machine finira par le remplacer. Puis là on arrive à des thèmes comme la post-humanité. C'est-à-dire à quoi va ressembler l'humanité une fois qu'elle aura fusionné avec la machine, une fois qu'elle sera entièrement câblée, couverte d'interfaces. Résultat, on produit du rétrofuturisme. Résultat en Occident, parce que j'arrive à un troisième point pour moi qui est essentiel, c'est que l'Occident est en déclin. Le XXIe siècle qui s'ouvre, c'est la montée des puissances du Sud, la Chine, l'Inde, le Brésil. C'est un monde multipolaire. L'héritage occidental tel qu'il était, c'est-à-dire cette domination est battue en brèche à plein des niveaux. On pourrait parler de l'Amérique et de ses guerres du terrorisme, qui sont que des formes pour maintenir une hégémonie, un ensemble de choses comme ça. Résultat, cette angoisse par rapport à un futur désincarné, cette crainte d'un déclin, fait qu'on est en train de revenir vers le passé. Mais c'est je dirais le meilleur du passé. Donc cet héritage futuriste. Et on en arrive donc au rétrofuturisme. Pourquoi aujourd'hui le rétrofuturisme? Pourquoi il existe des groupes steampunk? Pourquoi il existe une esthétique qui revient sur les choses du passé? Pourquoi aujourd'hui, dans les séries télé américaines, on revient sur le passé? Men Men, au Paname, retour sur les années 60, parce qu'on est à la recherche de notre âge d'or. L'Occident a eu son âge d'or au XXe siècle, et on revient sur cet âge d'or. On le revitalise, et ça nous permet aussi de nous rassurer. C'est aussi une forme, alors ça serait la forme, je dirais, critique, que je vais mettre de côté. Dans le livre, ce qu'on a